Un serviteur est quelqu'un qui comble les besoins de quelqu'un d'autre. Cette responsabilité est énorme, car c'est la façon dont les serviteurs servent leur maître qui détermine la puissance de ces derniers. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et bienvenue dans cette toute autre nouvelle aventure des Héros de l'Ombre. Cette émission qui part dans la société pour parler des hommes modèles qui s'investissent pour le développement de cette nation, mais qui sont malheureusement peu ou pas connus. Et pour commencer cette émission, je suis parti dans les collines de la ville-province de Kinshasa pour parler de licencié en sciences sociales, politiques et administratives à l'Université catholique Graben. Nous sommes à Butembo. Il est né, évidemment, dans les années 1979, dans la province du Nord Kivu. Il est expert en administration publique congolaise et formateur de la jeunesse. Pendant plus de 20 ans, dans les domaines du management, entrepreneuriat et leadership, il est promoteur de plusieurs écoles dans le cadre de sa fondation. Messieurs, dames, je vais vous demander de découvrir un nouveau héros dans cette émission. Mais avant de commencer, je vous demande d'écouter quelques témoignages sur lui et on se retrouve juste après. Nous sommes connus en 2014 lors d'un atelier qui parlait de l'entrepreneuriat. Et depuis lors, j'avais eu le courage de l'inviter à l'UNIKIN alors que j'étais encore étudiant pour qu'il parle à la jeunesse. Et c'est à ce moment-là qu'il nous a émerveillés, nous tous, et nous nous sommes pris jusqu'à présent pour notre mentor. Mais il m'accompagne dans beaucoup de choses et il nous soutient personnellement et avec les autres dans nos activités que nous menons par-ci et là. C'est un homme calme, simple et doux que j'ai rencontré. Il m'a impacté personnellement et il a impacté sa génération. Il a beaucoup d'œuvres dans son parcours qui m'ont activé encore dans mes projets et il m'a encouragé. Il encourage beaucoup déjà et il n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Il ne se réjouit pas de la souffrance des malheureux, plutôt il aime compatir et si possible aider les malheureux. C'était un certain moment au Palais du Peuple. Nous étions invités de jeunes venant de partout pour parler de ce que nous faisons. Et on avait eu un débat d'échange d'expérience. Et dans ce débat d'échange d'expérience, nous nous sommes rencontrés avec la fondation Fokuba. Et la fondation Fokuba, nous étions en train de comprendre que les jeunes traversent des situations qui ne sont pas faciles. Et la situation, c'était, nous nous sommes dit qu'il faut révolutionner la jeunesse. Et pour révolutionner la jeunesse, il y avait un problème de mind, donc le changement de mentalité. Et dans ce que j'avais compris, la fondation Fokuba, il lutte pour le changement de comportement. Et cela m'a plu. Plus rien à dire, nous venons d'écouter que nous avons affaire à un véritable héros dans cette émission. Messieurs et dames, je serai très honoré d'accueillir sur ce plateau des Héros de l'Ombre, Messieurs Newton Mbusa Tembo Kuno, que nous devons accueillir avec beaucoup d'applaudissements sur ce plateau. Bienvenue, Papa Newton. Si vous voulez qu'on parle de vous comme papa, vous êtes père de famille, je pense. Père de famille, une grande famille ou une toute petite famille? Une grande famille à la dimension africaine. À la dimension africaine, et donc on compte dans les quarantaines comme ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, merci d'abord de nous avoir accueillis chez vous. Hein. C'est pour nous un honneur d'être accueillis par un notable, un grand notable avec une grande famille. Nous sommes très honorés. Et nous sommes venus savoir en fait qui êtes-vous exactement, parce que nous attendons parler de vous il y a peu sur les réseaux sociaux et beaucoup de jeunes parlent du moins votre nom. Nous sommes venus pour savoir qui est Newton, Papa Newton. Comment vous vous définissez? Oui, mais merci beaucoup pour la question et merci beaucoup aussi pour la visite. Et la famille, elle est très contente de vous accueillir.
Moi, personnellement, je m'appelle M. Newton Boussa Tembo Kuno. J'ai exactement 4 noms. Comment? C'est pas commun. Hein. Je suis né dans le territoire de Lubero, à 79. Et j'ai étudié à l'Université catholique de Graben, ici à Butembo. Et après, j'ai fait une spécialisation ici à Kinshasa sur le leadership dans le cadre de Eco for Leaders. Et à ce qui concerne la profession, depuis longtemps, je me suis intéressé à des questions sociales. Et c'est là dans le cadre de la fondation Kuno Bayeren, mais aussi dans le cadre de mon église, où également je travaille comme aussi dans le développement, mais aussi dans le cadre de plusieurs associations. C'est pour dire que je suis de la société civile dans plusieurs domaines. Alors, vous venez de parler de quelque chose, d'ailleurs, nous voulons en parler tellement parce que c'est ce qui fait que les gens puissent vous connaître beaucoup. Cette fondation Fukuba, où vous dites par ailleurs que vous héritez de cette fondation de votre père, de votre fait peur. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse, un tout petit peu, de cette fondation qui aide aujourd'hui la population? Merci beaucoup. En fait, la fondation Kuno Bayeren, partant d'abord de sa définition, il faut que les gens comprennent d'abord ce que signifie Kuno Bayeren. Au moins, quand même, les gens savent que la fondation Kuno Bayeren, c'est une fondation d'utilité publique et qui est créée depuis 2006 dans le souci d'améliorer et de pérenniser les œuvres sociales amorcées par Moussa Katungu Bayeren, que nous considérons comme le précurseur de la fondation. Qui est votre père? Qui est mon père géniteur. Justement. Fait père géniteur. Effectivement, la fondation intervient dans 4 domaines de la société. Il y a le domaine de l'éducation, il y a le domaine de la santé, il y a le domaine de la sécurité alimentaire et enfin le secteur de l'environnement. En ce qui concerne l'éducation, la fondation travaille dans ces 2 dimensions. Donc l'éducation normative, c'est-à-dire l'éducation régie et réglementée par le pouvoir public, l'État. Là, on voit les écoles, l'enseignement normal. Il y a aussi l'éducation informelle. Et c'est ce que là, à ce niveau-là, nous intervenons dans le cadre des formations. Et la fondation intervient dans les 4 domaines de la vie. J'ai dit l'éducation, la santé, l'environnement et l'agriculture. Et à ce qui concerne l'éducation, je l'ai bien dit, la fondation organise les formations formelles, c'est-à-dire régies par le pouvoir public. Et également aussi, la fondation organise des formations pratiques, et notamment sur la thématique du leadership, le management et l'autoprise à charge. Et dans ces cas-là, dans le souci de promouvoir l'homme et de le faire devenir autonome, patron de soi-même. Donc, pour la fondation, nous voudrions vivre dans un monde où les hommes sont indépendants. Très bien. Ce sont des choses à encourager. Et depuis, vous avez dit, ça fait combien d'années Depuis 2006. Depuis 2006, et donc c'est une grande expérience dans ces domaines-là. Et quelles sont les difficultés auxquelles vous vous croisez souvent parce que vous n'engagez que des hommes, vous ne partez auprès des hommes. Vous avez certainement croisé des difficultés, certaines difficultés. Est-ce que vous en avez carrément? Effectivement, les difficultés, si je parle de difficultés, on peut faire même toute la journée ici en train de parler, il y en a, mais... Quelques difficultés carrément, oui. Qui sont impressionnantes. Ouais. Et vous savez que comme la fondation arrose toute la République. Ah, très bien, ça c'est... À ces réalités. Ah, c'est un élément important. Ouais. Si je parle de difficultés à Kinshasa ici, au moins la jeunesse ici a développé un mauvais comportement, un esprit d'attentisme. Ce qui n'est pas facile de les faire basculer de l'attentisme à la création. Très bien. C'est ça la plus grande difficulté. Or, pour la fondation, il faut créer. Par contre, à l'est, Butembo, Goma, la jeunesse est motivée. Elle a besoin des conseils pour entreprendre. Seulement, elle est limitée par la situation sécuritaire. Elle est limitée par la situation sécuritaire. Donc, les peu de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ils réussissent. S'ils ne sont pas découragés par la situation politique, ils émergent. Et parfois, moi-même, quand j'arrive là-bas, pour des itinérances, je constate qu'il y a une bonne évolution
Et je suis vraiment impressionné et je suis très content. Mais justement, on doit y revenir parce que vous êtes quand même un notable du Nord Kivu. On ne peut pas ne pas parler de la situation sécuritaire actuellement au Nord Kivu. Est-ce que, à part ça, nous parlons des bénéficiaires, vous parlez des jeunes qui ne s'intègrent pas vite à cause de... Ils ont des talents, ils veulent, mais il y a des difficultés dues à l'insécurité. Mais par rapport à vos actions là-bas, est-ce qu'à un certain moment aussi, l'insécurité, par exemple, vous empêche d'aller faire une formation, par exemple à Lubero, ou d'aller encadrer certains jeunes? Ça vous arrive parfois que l'insécurité soit un frein à votre action? Non seulement m'empêcher d'atteindre Lubero, quoi. Il y en a même des écoles que nous avions abandonnées. Oui, nous avions construit une école dans la province orientale à Nituri, dans les Fofo là-bas, on l'a abandonné. On l'a abandonné. Les enseignants sont partis, les élèves sont partis. Donc la cité, tous les villages sont presque abandonnés. Donc c'est vraiment triste. À Lubero, même, bon, là maintenant, même, ce qui concerne le paiement, c'est devenu compliqué. Les parents ont des difficultés même d'amener l'école, puisque tout peut arriver à tout moment. À Beni, par exemple, oui, tout peut arriver à tout moment. Alors, les parents préféreraient garder les affaires à la maison. Là, ça impacte négativement à notre fonctionnement. Ouais. Mais justement, vous ne vous êtes pas arrêté à cause de cette insécurité. Vous avez carrément des projets d'avenir. Vous avez des ambitions d'ici 20 ans. Vous voulez faire quelque chose encore malgré ces difficultés? On n'a pas arrêté. On a le courage. Nous voulons travailler malgré cette situation-là, puisque nous croyons qu'un jour, il y aura un changement. Et nous croyons qu'un jour, il y aura un changement, puisque la population à soi, elle est déterminée à vaincre cette situation. Cette situation marasme-là, au moins, l'action qui est menée par la population, la façon dont ils ont donné leur champ, puisque là, chez nous, l'économie, essentiellement, c'est l'agriculture. Et vous trouvez que c'est très important. Mais aussi nous n'allons pas continuer à croiser les bras et à crier. Nous devons solution, puisque à un moment, quand on parle, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui viendra résoudre votre problème, alors que vous-même aussi, vous avez aussi des potentialités pour faire quelque chose. Ce qui fait que nous aussi, à un moment donné, nous serions engagés de nous lancer dans les actions, non seulement sociales, mais aussi politiques. Justement, parce que c'est l'avenir de la nation, il faut qu'il y ait des leaders, il faut qu'il y ait des nouveaux leaders. Et d'ailleurs, cette émission, c'est une émission de promotion de ces leaders, ces hommes et femmes qui s'investissent pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors, parlons un peu des sources de financement, parce que tout demande de l'argent. Votre fondation Fokuba, vous avez des sources de revenus, vous avez des partenaires. Où est-ce que vous trouvez l'argent pour faire vos actions? Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, la fondation à soi-même, quand on parle de la fondation, partant même de sa définition. Sa définition, on dit la fondation, c'est un patrimoine dédié pour faire quelque chose. C'est pour dire qu'au début d'abord, nous, la famille Bahreïn, ils ont quand même mis quelque chose à agir pour commencer les activités. Très bien. Parce que la fondation n'est pas comme les ONG où on commence ici les papiers. Pour commencer une fondation, il y a quelque chose visible, palpable, qu'on a maintenant décidé que ça, c'est affecté pour l'intérêt général. Ça, c'est D'aider, comme nous avons développé la philosophie de l'autoprise à charge, du management, nous organisons une gestion interne. Les pays que nous avons, il faudrait que ça génère quelque chose. Non seulement dans le but de nous enrichir, comme la fondation, c'est une activité sociale, mais dans la logique d'élargir les activités de la fondation. C'est pour dire que la fondation a des activités. Je vais vous donner par exemple un exemple terre à terre. Aujourd'hui, par exemple, à Lubero, nous avions développé une briqueterie. Très bien. La fondation a une concession où il y a la bonne terre pour fabriquer les briques. Et la fondation aussi a une concession là où il y a aussi des arbres suffisants pour brûler les briques, pour faire cuire les briques. Alors nous, on fabrique les briques et on a le bois pour brûler les briques et à la fin, on fait la vente. Et ça génère beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Nos équipes peuvent se rendre un jour à Lubero et voir cette action parce que je pense que ce sont des actions salvatrices pour la République. Justement, nous sentons qu'il y a quand même l'engouement, cette envie de faire pour la République. Et à part ça, vous avez, si on peut mesurer votre effectif aujourd'hui, vous pouvez dire, tout en additionnant les bénéficiaires et les acteurs, vous pouvez être à combien sur toute l'étendue du territoire national? Si ce n'est pas une discrétion, bien évidemment. Non. Bon, au fait, parler des effectifs, nous ne sommes pas comme
d'autres ONG où on dit on a 300 membres. Nous, on dit souvent que la fondation, d'abord, c'est un état d'esprit. Il faudrait que d'abord les gens comprennent et adhèrent à ce que nous faisons. Ce qui nous intéresse, au lieu de compter les membres, nous préférions compter les bénéficiaires. Donc, les gens qui ont écouté, qui ont appris de la fondation, ils se sont développés. Parce que quand ils se développent, ce n'est plus à l'avantage de la fondation. C'est à leurs avantages. Et c'est comme ça que je vous dirais qu'au moins, on a dans tous les coins de la République des cas échantillons qui se sont inspirés, qui ont bénéficié non seulement de l'expérience de la fondation, mais aussi des enseignements de la fondation pour se lancer et ils ont réussi. Ça, c'est à applaudir quand même. Est-ce qu'on peut... Ça, c'est très inspirant, ces parcours. Alors, mais en parlant de vous, M. Newton Boussa, vous n'êtes pas seulement un homme dans les affaires sociales, vous êtes aussi et surtout un scientifique. Parce comme on l'a annoncé au début de cette émission, vous avez un master en leadership de l'unité. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord, leadership de l'unité? En fait, pour comprendre le leadership de l'unité, c'est à d'autres termes d'abord comprendre le leadership. Et seulement on ajoute l'aspect, le complément unité. Unité, c'est-à-dire quoi? C'est un leadership transformationnel qui est au service des autres. Et effectivement, ça rejoint notre devise qui est celle de dire travailler pour le peuple. Et la mission en soi, comme je l'ai dit, c'est une entreprise sociale qu'on ne peut pas différencier du pouvoir public. Puisque nous, notre objectif, c'est de promouvoir les autres, c'est de travailler pour l'intérêt général. Il y en a des mêmes aussi, ceux qui sont dans le pouvoir public, ils disent qu'ils travaillent pour l'intérêt général. À la seule différence, nous travaillons en dehors du système politique. Mais sans dire, vous venez de nous dire tout à l'heure que vous ne réfutez pas l'idéologie, l'idée de monter sur la scène politique d'ici là. Je me dis, je ne vois plus d'inconvénient de ne plus monter à la scène politique, puisque je me dis, nous faisons un effort plutôt de travailler pour l'intérêt général et nous sommes en train de le faire et vous-même vous l'aviez constaté. On estime que si nous entrons dans le système politique qui est plus vaste que la fondation, qui est seulement une entreprise sociale limitée, on fera plus que ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons y entrer pour élargir seulement notre champ d'action et que aussi nos actions soient bénéfiques à beaucoup de gens. Mais c'est très intéressant. Alors, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure de votre partie scientifique. Alors, nous allons découvrir cet ouvrage qui va paraître bientôt, les leaderships participatifs dans le développement des entreprises sociales en République démocratique du Congo. Expériences agissantes et aspects essentiels. J'ai eu le privilège de lire ces livres avant que ça ne puisse sortir ou paraître. Mais pourquoi ces livres d'abord? Pourquoi? Quelle est la source d'inspiration? Pourquoi? Exactement. Nous sommes dit ceci. Nous avions accumulé une expérience, au-delà même des 25 ans, dans les entreprises sociales, dans les ONG, dans les églises. Et nous avions compris que quand même, cette expérience a impacté nos concitoyens. C'est pourquoi nous avions estimé que si nous mettons nos idées dans un bouquin, ils seront aussi bénéfiques, ils seront plus répandus, non seulement sur l'espace congolais, mais aussi sur l'espace international. Puisqu'on peut ne pas avoir la possibilité d'atteindre quelqu'un qui est aux États-Unis, quelqu'un qui est en Chine, mais à travers ces documents ici, ils comprendront qu'il existerait une fondation et cette fondation met en évidence les hommes qui travaillent pour l'intérêt général. Et effectivement, quand vous le lisez, du début à la fin, vous vous rendrez compte que nous avions paraphrasé tous les hommes dont nous sommes convaincus que leurs actions, non seulement, ils ne sont pas seulement des politiques, mais leurs actions ont traversé les âges et les générations. C'est comme ça qu'on s'est dit, au-delà de ces actions-là, mettons aussi notre petite contribution pour faire évoluer le monde scientifique. C'est très inspirant, c'est très inspirant. D'ailleurs, je lis que vous parlez trop de Gandhi. Vous parlez toujours de Gandhi et Mahatma Gandhi, vous parlez de plusieurs auteurs dans cet ouvrage. Et donc, nous dirons à nos très chers téléspectateurs qui vont nous suivre ici en République démocratique du Congo et à l'étranger, de s'apprêter pour lire cet ouvrage
qui sera au prix raisonnable quand même pour que les étudiants aussi, parce que aussi cette émission est destinée à la nouvelle génération qui doit prendre la commande dans les jours à venir. Et donc c'est un livre à suivre et bientôt, et je pense on va vernir cet ouvrage d'ici là. Et dans l'autre rubrique de cette émission, messieurs et dames, nous accordons la parole à l'invité lui-même. Il est entre-temps journaliste et il est invité. Nous demandons à nos équipes de nous apporter ces quelques questions qu'il va se poser et répondre lui-même. Vous voulez le donner, s'il vous plaît, lui-même, en main? Voilà. Le principe est simple dans cette étape de Héros d'Alombe. Vous lisez la question et vous y répondez. Vous prenez la responsabilité de la question et de la réponse. Je décline toute responsabilité. C'est intéressant ici. Comment jugez-vous les mandats de Fachi? Ça, c'est la politique au sens strict. Donc, quand vous me remettez déjà... Je vous remets la question. Oui, vous répondez directement. Vous répondez. Okay. Bon, vous ne prenez que 3 ou 4. Si on ne fait pas la politique, comme je l'ai dit aujourd'hui, mais quand même on est Congolais. On a aussi les yeux de voir. On peut aussi juger. Le mandat de Fachi, j'ai dit c'est un mandat mitigé. Un mandat mitigé, je relève au moins des aspects positifs et des aspects négatifs pour ne pas développer beaucoup de choses. À ce qui concerne, on ne peut pas dire que c'est nécessairement négatif. À ce qui concerne les aspects positifs, je dirais au moins au niveau général de l'administration publique et tout ça, au moins quand même le régime de Fachi a fait, je dirais que le budget du gouvernement est passé au moins de moins de 5 milliards pour atteindre 16 milliards, même si ce n'est pas encore effectif. Le fait qu'on a franchi la barre de 10 milliards, il y a quand même il y a à croire. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont bénéficier de l'argent du trésor public à terme des fonctionnaires. Ça, c'est un aspect positif. Et deuxième aspect, positif toujours, à ce qui concerne la situation politique. Même si Fachi n'a pas encore fait une action concrète, mais le fait qu'il a dénoncé devant la communauté internationale que ce que nous subissons au pays, ce n'est que, je peux dire quoi? Ce que nous subissons à terme des milices, à terme des mouvements insurrectionnels, tout ça, ce n'est que l'impulsion de nos pays, du pays voisin, le Rwanda. Ça, quand même, c'est un élément très positif, puisque depuis longtemps, on disait que le malheur des Congolais aussi, parfois, c'est de l'autre côté. Et les gens ne croyaient pas. Mais quand même, Fachi, il a compris et il a dénoncé ça au niveau national et au niveau international. C'est un aspect positif. Le courage là de dire que et de reconnaître qu'effectivement, c'est le Rwanda qui malmène les Congolais. Ça, ce sont les deux aspects positifs. Je pense que le président de la République va suivre cette émission et il va vous écouter certainement. Là, les aspects négatifs pour passer vite. Les aspects négatifs est que au niveau de l'Est, là où les gens sont en train de souffrir, où les villes tombent entre les mains, les villages tombent entre les mains des rebelles comme de Fouimir, vous sentez une forte résistance au niveau de la population locale. Un pacha vers Kinshasa. Mais en contrepartie, au niveau local, on ne sent pas l'appui de Kinshasa. C'est ce qui décourage les gens. Et vous sentez que la population se démène. Il y a même des compatriotes, des mouvements, des compatriotes qui se développent là, qui se dirigent de gauche à droite pour sauver la patrie. Mais l'appui de Kinshasa n'est pas significatif. Et ici, du moins aujourd'hui, les gens sont en train de souffrir, c'est à cause des manques d'appui de Kinshasa. S'il y a un appui considérable de Kinshasa, pas un appui, comment je peux dire, pas un appui des jeux, un appui des réseaux sociaux, un appui réel, on aura fait quelque chose. Ça, c'est L'autre point. L'autre point, il y a aussi le problème de rationalisation dans la gestion des affaires. Par exemple, vous trouverez par exemple au niveau du système un travail qui peut être fait par 2 ou 3 personnes. Au moins, on a compris que dans le gouvernement de Fachi, il faut 10 ou bien 30 personnes pour faire ça. Et pour quels résultats? Parfois, quand vous parlez de l'effectif et du nombre de conseillers au niveau de la présidence, au niveau de télécités, ça dépasse les normes. Ça, quand même, aussi la meilleure façon. On peut faire le travail de qualité tout en n'étant pas... Merci beaucoup. Voilà. Une autre question, s'il vous plaît.
Vous pouvez prendre en bas, en haut, Ah, à gauche, bon. à droite. Comme vous voulez, hein. Vous pouvez m'aider aussi à checker. Hein? Non, 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 non. Bon. Quel est le secret de votre richesse? Ah, là c'est intéressant. Au moins, quand même, vous m'aviez classé parmi les riches. C'est aussi, c'est aussi intéressant. Bon, effectivement, la richesse, c'est aussi. Oui, oui, savoir, oui, la richesse, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a en termes de capacité intellectuelle. D'ailleurs, ça, c'est ma plus grande c'est ce qu'on parlait, évidemment. Bon, en fait, les secrets. Vous pouvez me donner la question? Oui. Très bien. Le secret, elle est simple. C'est de travailler dur. Travailler dur. Et ne pas considérer l'échec comme l'échec. Je peux permettez-moi la tautologie. L'échec, ce n'est qu'un qui renforce les compétences. Très bien. Voilà. Voilà. Ouais. Donc, je peux encourager les jeunes gens qui sont à côté de moi. N'allez pas commencer à croire que la main tombera du ciel. Travaillez dur à partir d'aujourd'hui et vous serez aussi patron comme moi-même. Jusqu'à ce que ça fasse mal. Parce que mal. Oui. Et vous êtes pour la guerre entre la RDC et le Rwanda ou pour le dialogue? Non, moi je pense que au sein d'où nous en sommes, à ce qui concerne le conflit RDC, on n'est plus au niveau du dialogue. Et même malheureusement, si il y a le dialogue, ça va se passer sans nous. Ça va se passer sans nous. Même si j'envoyais mon avis, je ne sais pas si on tiendra compte de ça. C'est pourquoi, comme le dialogue, on a eu le temps, on a laissé le temps aux gens de dialogue, mais ça nous amène où? Si on a même un résultat, ne fût-ce qu'un millilitre là des résultats positifs par rapport au dialogue, on pouvait dire, bon, laissez encore la chasse au dialogue. Le dialogue est échoué. Expérimentons maintenant la force. Bon, la force. Heureusement, vous lisez vos questions, vous y répondez, donc ça n'engage que vous dans cette... Oui. Mais alors, on va prendre une dernière peut-être question, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Pour gagner le temps. Ouais. Ok. Lisez ça pour moi, peut-être. Non, ça va. Voilà, qui est la personne qui vous a marqué le plus dans votre vie? Là, ils sont nombreux. Vous avez dans l'échelle des valeurs, nous voulons qu'un nom sorte. Personne que vous avez fait comme une référence. J'ai été marqué par deux personnes, permettez-moi de le dire. Un autre, c'est un chef de quartier. Il s'appelle M. Kahin Isaac. Il m'a beaucoup encadré, parce que moi aussi, je suis chef de quartier. Alors, j'ai trouvé à lui quelqu'un qui n'avait pas suffisamment étudié, mais tellement engagé et courageux dans le développement. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il reste incontournable dans le développement local de la ville de Butembo. Il est encore à vie et il est encore en fonction comme chef de quartier. Nous les saluons en passant. Merci beaucoup. L'autre personne, c'est M. Kassere Kamukani Royeseri. C'est un opérateur économique. Lui, il m'a beaucoup marqué par le fait que quand il entreprend une activité, il ne peut pas abandonner. Ça qu'il est le résultat. Donc, il commence et il arrive au résultat. Et au-delà de ça, il m'a persuadé par le fait de dire que il faut faire le travail avec intégrité. Donc, ne mélangez pas dans votre troupeau, je peux dire, le loup. Et quand je dis le loup, c'est pour dire que c'est de l'argent sale que vous amenez dans votre entreprise. Là, vous êtes en train de ruiner votre activité vous-même. Là, il m'a beaucoup marqué. Et au-delà de ça, il a dit qu'il faut aussi être sérieux sur le plan social. Donc, évitez d'avoir plusieurs femmes. La polygamie. La polygamie. Puisque lui, il a estimé... Oui, moi j'ai dit... Pourquoi il m'a marqué? Il a dit, il n'est pas facile de voir dans le monde les gens qui ont eu plusieurs enfants se maintenir. Ils peuvent réussir, mais se maintenir au sommet, c'est une autre chose. C'est pour dire quoi? Beaucoup, quand ils disparaissent, c'est que les enfants se battent, quittent, et fait des comptes, on se rend compte qu'il n'y a plus rien.
Mais quelqu'un qui a été unanime et fidèle dans ses engagements sociaux, là, au moins, la succession sera facile à établir. Et il y aura aussi pérennisation. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous écouter, Monsieur Newton Mboussa. Nous sommes très honorés d'être passés chez vous. Nous ne serons pas d'ici, je pense. Merci beaucoup. Hein. Alors, nous avons pris quelques minutes à discuter avec vous et surtout sur votre fondation que nous applaudissons en passant. C'est une fondation nous sentons qu'il a des œuvres à démontrer sur terrain, la Fokuba. Et donc, nous sommes en train de dire merci à tous ces gens qui sont dans cette fondation et qui s'investissent officiellement, bien sûr, et avec force. Monsieur Newton Mboussa, c'était un plaisir de vous avoir rencontré chez vous. On n'oublie pas que nous avons promis de monter sur la scène politique. Et donc, on ne sait pas le dire à votre place, mais est-ce que vous avez un dernier mot quant à ça pour qu'on puisse finir cette émission? Merci beaucoup pour me donner encore l'occasion de parler. Avant peut-être de placer le dernier mot, je vais d'abord remercier tout le monde qui est avec moi ici. Oui, ces hommes et femmes qui sont avec nous. Militants et militantes, oui. combattants et combattantes. Oui. Également, la technique, je suis impressionné par votre technique. C'est aussi vraiment une découverte. Nous disons merci. La fondation ne se limite pas à Kinshasa. Merci beaucoup. Hein. Ce que nous sommes, c'est le résultat de plusieurs personnes. On a été façonné par plusieurs personnes. Et à part ça, je dis vraiment merci. Je ne saurais pas citer leur nom pendant ces quelques secondes, mais quand même, je vois aussi notre frère qui est à côté ici, très actif, qui nous accompagne aussi dans ce que nous faisons. Les mots concernant la politique, ce que je peux placer dernièrement est que la face de la politique, nous qui voudrions entrer dans la politique par la grande porte, c'est de passer par la voie élective. Et pour dire élection, dit aussi enrôlement. Donc, le mot que je peux dire pour le moment, c'est d'encourager les gens de s'enrôler massivement. Et c'est à travers cet enrôlement-là que nous allons désigner les leaders responsables, peut-être qui vont aussi nous aider à combattre et à mettre fin définitivement à cette situation sécuritaire que la République libre du Congo est en train de traverser. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez en France et en Angleterre. Merci à vous qui nous suivrez en Afrique du Sud. Merci à vous aussi qui nous suivez à Lubero chez vous et dans le Nord Kivu. Nous sommes en train de compatir d'ailleurs avec tous les compatriotes qui souffrent des affres et de la guerre. Et au nom de toute l'équipe technique, nous sommes en train de vous dire merci. Nous remercions spécialement Epic Consult qui a réalisé cette émission. Nous remercions également Arthur Kikokyo qui a assuré le management de cette émission. Nous remercions Marilou qui était avec nous aussi pour l'encadrement de cette émission. Nous remercions tout le monde. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous d'avoir été avec nous durant ces quelques minutes? Et à mon nom propre et à toute l'équipe technique de TV4 Congo, nous sommes en train de vous dire merci. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro des Héros de l'Ombre. D'ici là, portez-vous bien. À plus.